Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Alors si tu cherches à voyager en Namibie, déjà t'es sur la bonne vidéo, mais surtout je sais à quel point ça peut être compliqué, surtout si tu veux voyager en voiture étant de toi. Pas de soucis, on va parler de ça dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vraiment essayer de te faire une vidéo complète sur comment voyager en voiture étant de toi en Namibie, vraiment tout ce que tu dois savoir concernant la réservation de la voiture de location, l'état des routes, même les règles de conduite en Namibie, les emplacements de camping. Donc n'hésite pas à regarder dès maintenant la description de cette vidéo pour le chapitrage. Il y a peut-être une partie de la vidéo qui t'intéressera plus qu'une autre. Et surtout, si tu as envie de partir en Namibie mais que ça te semble trop compliqué l'organisation, j'ai créé un carnet de voyage complet avec un itinéraire détaillé jour par jour de mon voyage en Namibie. Dedans, tu trouveras un itinéraire détaillé de 2 semaines et demie, 2 budgets complets en fonction de ton style de voyage. Tu auras aussi accès à une carte Google Maps personnalisée avec plus de 100 points d'intérêt dans tout le pays. Et aussi mes conseils, bons plans et recommandations pour chaque étape du voyage. Donc encore une fois, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est dans la barre d'infos. Et on va commencer tout de suite par la voiture et l'attente de toi, parce que pour moi, quand tu organises ton voyage en Namibie, c'est peut-être l'étape la plus importante de la préparation. Parce que finalement, tu loues pas juste une voiture pour te déplacer d'un point A à un point B, tu loues littéralement une voiture dans laquelle tu vas vivre, où va y avoir toutes tes affaires, où tu vas cuisiner. Donc pour moi c'est vraiment important que tu choisisses quelque chose qui corresponde vraiment à tes critères et surtout que tu comprennes ce que tu réserves. Évidemment, je te conseille de regarder parmi différentes agences de location de voitures en Namibie. Moi c'est ce que j'avais fait, j'avais notamment regardé auprès donc de la compagnie par laquelle j'ai loué, c'est-à-dire Safari Car Rental. J'avais regardé également Bushlor et Asco Car Hire, mais il y en a plein d'autres. Je te mettrai quelques noms d'agences de location de voitures en Namibie dans l'écran. Après, il faut quand même savoir que sur la majorité des agences de location, tu retrouves quand même les mêmes modèles de voitures. Il y a quand même beaucoup de Toyota Hilux et de Land Cruiser. Personnellement, la voiture que j'ai louée, c'était une Toyota Hilux Expedition. Mais même si c'est les mêmes modèles de voitures, c'est vraiment sur les options que ça va se jouer. Donc il va falloir que tu regardes s'il y a un système de navigation intégré, si tu veux une boîte automatique ou une boîte manuelle, le type de moteur que tu souhaites, parce que dépendamment du type de moteur, ça va pas avoir la même adhérence par exemple, ou le même niveau de difficulté si tu te retrouves coincé quelque part. Donc il y a quand même plusieurs options à considérer. Après, si d'ores et déjà ça te semble complètement impossible de trier parmi les options qui sont proposées, franchement t'inquiète pas, sur la plupart des sites d'agences de location de voitures étant de toi en Namibie, t'as déjà une catégorie qui liste toutes les voitures qu'ils proposent en 4x4 camping. Ça te permet déjà un peu de faire le tri. Après, mis à part les options de la voiture, il faut aussi quand même prendre en compte les équipements fournis. Donc pour moi, les équipements fournis, c'est évidemment l'équipement de camping, parce que tu loues une voiture avec une tente de toit, mais c'est aussi tout ce qui est équipement de sécurité, ou encore les outils qui sont fournis avec la voiture, si tu te retrouves avec par exemple un pneu crevé. Donc je vais évidemment pas te lister ici tout l'équipement qu'il y avait dans la voiture que j'ai louée pour mon road trip en Namibie, mais parmi l'équipement que tu devrais normalement avoir, ou en tout cas que tu devrais rechercher pour ta location de voiture et tente de toit, notamment pour l'équipement de camping, ça serait d'avoir un frigo, évidemment, mais aussi toute une batterie de cuisine, donc que ça soit les poêles et les casseroles, d'avoir également couteau, cuillère, fourchette, des assiettes, des tasses, des mugs. Pour la tente de toit, la plupart des agences de location de voitures fournissent un matelas avec un drap housse, mais aussi les couettes et les housses de couette et les serviettes de bain, et ça c'est quand même un avantage non négligeable parce que c'est des choses en moins que tu dois apporter dans tes bagages. En ce qui concerne l'équipement de sécurité de la voiture, on va pas se mentir, je suis pas une experte de l'équipement de sécurité d'une voiture spécifiquement pour la Namibie. Cependant, il y a quand même des points communs à de nombreuses voitures, donc si l'agence de location par laquelle tu as envie de passer ne propose pas ça, pour moi c'est un petit red flag. Je pense notamment aux pare-buffles, aux arceaux de sécurité, tout ce qui est airbag, mais ça me semble un peu logique. Et après, ce qui peut être intéressant d'avoir, c'est aussi l'assistance au freinage d'urgence, le contrôle de stabilité du véhicule. Également avec les voitures 4x4 qui sont proposées à la location en Namibie, il y a beaucoup d'équipements off-road. C'est un peu logique vu le type de route sur lesquelles on roule en Namibie. Donc pour ça, il faut quand même t'attendre à avoir des câbles de démarrage, avoir des pare-chocs avant qui sont renforcés, des phares additionnels également pour pouvoir rouler par exemple pendant les tempêtes de sable, même si c'est pas recommandé. En fait, de manière générale, l'équipement off-road c'est vraiment important pour pouvoir conduire de manière sereine en Namibie, parce que si ta voiture est bien équipée, nécessairement tu vas quand même éviter quelques désagréments sur la route. Ça veut pas dire que tu vas tout éviter, mais en tout cas quelques-uns. Ensuite, tu vas avoir d'autres outils qui devraient être fournis de manière générale avec la voiture. Parmi les plus importants, tu vas forcément avoir la sangle de remorquage, le triangle de signalisation, la boîte à outils avec les fusibles de rechange et surtout le compresseur à air. Si t'as pas de compresseur à air, pareil, pour moi c'est un red flag. Franchement, pour les équipements, la liste est longue et c'est sûr que ça peut être un peu difficile de savoir si l'agence de location que t'as repérée
propose quelque chose de suffisamment complet. Dans ces cas-là, je te conseille vraiment de regarder les avis sur Google et de chercher en fonction de certains mots-clés. Honnêtement, si une agence est pas recommandable, ça va se voir direct dans les avis Google. Je te mettrai dans tous les cas dans l'écran la liste des équipements qui pour moi sont le plus indispensables, ou en tout cas qui nous ont le plus servi pendant notre voyage en Namibie. Mis à part l'équipement, il y a aussi d'autres options du véhicule que selon moi tu devrais anticiper. Et la première, c'est l'ajout d'un deuxième conducteur. Si vous êtes deux et que vous voulez être deux à vouloir conduire, évidemment il va falloir anticiper cette option. Honnêtement, ça peut être intéressant d'être deux conducteurs pour pouvoir se relayer sur la route parce que certaines routes sont quand même très fatigantes. Déjà en tant que passager, donc en tant que conducteur, pareil. Ensuite, vu que tu voyages en voiture et tente de toi, il faut aussi réfléchir au type de tente que tu veux. Et là, je parle pas d'une tente qui est genre 2 secondes avec 5 places ou quoi que ce soit. Non, il y a 2 types de tentes pour les tentes de toit, en tout cas sur les modèles de voitures que j'ai vus pendant mon voyage en Namibie. Déjà, il y a la tente un peu classique, c'est-à-dire à ouverture manuelle, c'est-à-dire que c'est toi qui vas mettre les sardines sur le côté, qui va ouvrir la tente comme ça. Bon, ça c'est honnêtement le type de tente que j'ai le plus vu. Et ensuite, il y a la shell tent, donc la tente coquille. En fait, elle est appelée comme ça parce que de l'extérieur, le revêtement extérieur est en matière dure, genre en espèce de plastique je pense, du coup ça fait une coque. En fait certaines personnes privilégient la shell tent pendant leur voyage en Namibie parce qu'apparemment elle est plus facile à installer, alors ça je peux pas en témoigner parce que moi j'ai pris la tente classique qui s'appelle la soft top tent, mais la shell tent, je ne sais pas à quel point c'est extrêmement plus facile ou pas. Par contre, ce qu'il y a à noter, c'est que la shell tent, même si c'est plus facile à installer, t'as un peu moins de place à l'intérieur. Donc si tu mesures 1m95, faut peut-être y penser. Après, en fonction de l'agence de location par laquelle tu vas passer, tu peux avoir d'autres options, par exemple le fait de louer une bâche extérieure, complètement inutile dans mon cas, mais ça peut peut-être être utile, je ne sais pas. Et encore une fois, il y a aussi d'autres options qui vont être différentes en fonction des agences de location, donc c'est vraiment à toi de voir en fonction du trip que tu fais, des endroits que tu vas visiter, s'il y a des options qui te semblent plus intéressantes que d'autres. Maintenant que tu as un petit peu mieux réfléchi à la voiture, la tente de toit, les équipements, les options, et peut-être que tu as déjà même fait ton choix de voiture et de tente de toit pour partir en Namibie, va falloir qu'on parle de l'état des routes et du type de route qu'il y a en Namibie. Donc comme je disais plus tôt dans la vidéo, moi je suis partie 2 semaines et demie en Namibie et en tout j'ai vu 3 types de routes différentes. La première que j'ai vue c'est les routes asphaltées, donc vraiment les routes classique goudronné. En fait, tu vas trouver ce type de route sur les axes les plus empruntés, enfin les axes majeurs de Namibie, c'est-à-dire par exemple de la capitale Windhoek jusqu'à Swakopmund, de Windhoek jusqu'au parc national d'Etosha, et je crois que c'est le cas aussi pour la route qui part donc encore une fois de Windhoek jusqu'au sud du pays. Mais il faut savoir qu'il y a aussi un deuxième type de route qui est quand même très répandu, et ce sont les routes de piste, donc qui s'appellent en anglais les gravel roads. Et puis alors là, le truc c'est que t'as de tout, d'accord? Il y a des gravel roads qui sont plutôt plates et assez agréables à conduire, et il y en a d'autres où il y a beaucoup de cailloux, parfois c'est des gros cailloux, et où t'as un peu l'impression de rouler sur de la tôle ondulée. C'est ce qui m'est arrivé entre la ville de Sesriem et Swakopmund, où ça a été 3h30 de tape-cul sur de la piste. Il faut aussi savoir que c'est sur ce type de route que tu peux avoir le plus de désagréments, donc je pense notamment à des pneus crevés ou des bris de pare-brise. Encore une fois, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, on s'est pris un caillou dans le pare-brise au bout de 20 minutes de route sur une piste. Donc on a eu un impact pendant 2 semaines et demie sur le pare-brise. Et enfin le troisième type de route, ce sont les routes de sable. Alors évidemment, c'est celle que j'ai le moins croisée pendant mon voyage en Namibie. Par contre, c'est quand même possible de se retrouver confronté à des routes de sable. Je pense notamment pour accéder au site de Deadvley et Sossusvley, les 5 derniers kilomètres c'est que du sable. Donc là il faut s'arrêter et il faut un peu dégonfler les pneus pour ne pas s'enliser et rouler de manière plus agréable. Après il y a aussi pas mal de routes de piste où tu vas traverser des lits de rivière asséchés et où là c'est du sable. Donc c'est que l'histoire de quelques mètres. Par contre, ça reste du sable, donc il faut aussi l'anticiper, ça veut pas dire que tu vas dégonfler nécessairement tes pneus juste pour traverser 5 mètres, par contre il faut adapter sa conduite. Attention, quand tu loues une voiture et une tente de toit en Namibie, il n'est pas autorisé d'emprunter toutes les routes de sable. Par exemple, c'est interdit de se rendre par soi-même sur le site de Sandwich Harbour, de se rendre dans le Kaokoland et dans les dunes dans les environs de Luderitz, mais aussi à Van Zilspass et la région de Kodom qui est dans le Kalahari. Donc avant de faire ton itinéraire, pense à regarder si tu as envie d'aller dans ces endroits-là et quelles sont les restrictions. D'ailleurs, vu qu'il faut adapter sa conduite, j'en viens aux limitations de vitesse en Namibie, parce que tu roules sur des routes goudronnées, sur de la piste ou sur du sable, forcément tu vas pas rouler à la même vitesse. Donc de manière générale, sur les grands axes goudronnés, enfin les routes asphaltées, tu peux rouler jusqu'à 120 km/h. Sur les pistes, c'est jusqu'à 100 km/h, et sur plein de pistes qui sont assez mal entretenues, on va dire, on a tendance à rouler vraiment lentement, enfin genre à 50 km/h, sauf qu'en fait, quand tu roules assez lentement, c'est d'autant plus tape-cul, donc parfois il faut augmenter la vitesse jusqu'à peut-être 70 km/h à peu près,
pour que justement ça soit un peu moins désagréable à conduire. Évidemment, c'est à adapter en fonction de l'état de la piste. Et pour les routes de sable, en général, ils disent 60 km/h, mais franchement, ça dépend tellement de si c'est vallonné ou pas. Par contre, il faut pas rouler trop lentement parce que sinon, évidemment, tu t'enlises. Et d'ailleurs, pour éviter de se retrouver bloqué ou d'exploser son pneu, il faut vérifier la pression des pneus. Je pense que en partant en Namibie, je m'attendais pas à devoir autant vérifier la pression de mes pneus et à devoir autant utiliser le compresseur d'air ou dégonfler mes pneus de manière générale. Finalement, à la fin de notre voyage, on vérifiait la pression des pneus au moins 2 fois par jour, c'est-à-dire le matin et le soir. Pourquoi? Parce que quand tu te réveilles le matin, vu qu'il y a une grosse amplitude thermique en Namibie, il a fait assez frais dans la nuit et donc tes pneus se sont dégonflés. Sauf que d'ici quelques heures, même si tu te réveilles à 6h du matin, la température va bien remonter et donc tes pneus vont reprendre de la pression. Donc dans ces cas-là, on dégonflait un petit peu le matin parce qu'on savait que ça allait reprendre de la pression ensuite. Et finalement après on se retrouvait à passer d'une route goudronnée à une route de piste, donc il fallait aussi adapter la pression des pneus, et puis après tu repasses sur du goudron, et ensuite c'est du sable, donc tu passes ton temps avec un petit stylo comme ça qui permet de vérifier la pression des pneus. Et franchement avec les changements d'état de route et aussi la variation des températures entre la journée et la nuit, je te conseille vraiment de vérifier ta pression des pneus très souvent. Alors oui, ça peut paraître chiant, mais c'est mieux quand même qu'un pneu qui explose. Et je dis pas que c'est grâce à ça qu'on n'a pas eu de pneus crevés, mais dans tous les cas on n'a quand même pas eu de pneus crevés pendant tout notre voyage. Et surtout vérifier la pression des pneus ou utiliser le compresseur d'air, ça prend pas tant de temps que ça quand même. Pour finir sur cette partie sur la conduite en Namibie, il y a quand même certaines situations qu'il faut connaître, et juste pour conduire de manière sécuritaire. Déjà, conduire de nuit, c'est absolument pas recommandé. Parce que par exemple, conduire sur de la piste même en plein jour, c'est déjà pas une partie de plaisir, donc la nuit, quand tu vois pas grand chose, même avec tes feux de route, c'est vraiment pas une expérience que je recommande. Il peut y avoir d'autant plus d'obstacles que tu vois pas, des gros cailloux que tu dois éviter. Puis rappelons-le, il y a quand même des animaux sauvages un peu partout dans le coin, donc évitons de se taper un petit springbok sur le pare-brise en pleine nuit. Et la dernière raison pour laquelle c'est pas du tout recommandé de conduire de nuit, c'est juste qu'en cas de crevaison ou d'accident, pour être secouru, c'est encore plus une galère qu'en plein jour. Pendant mon voyage en Namibie, on s'est quand même retrouvé pendant plusieurs heures à ne croiser aucun village quoi. Donc pour être secouru, ça peut parfois prendre plusieurs heures. Encore une fois, c'est déjà suffisamment galère en journée, donc autant ne pas se mettre des bâtons dans les roues. Sans mauvais jeu de mots. La vieille. Oh la vieille. Oh la daronne. Donc autant ne pas conduire de nuit. L'alcool au volant, c'est aussi un truc à considérer en Namibie, tout simplement parce que la limite autorisée est extrêmement basse, c'est genre 0,05 mg par litre de sang, je crois, un truc comme ça. Donc en fait, tu bois un verre et t'es déjà au-dessus de la limite. Les amendes appliquées sont quand même assez lourdes, donc évitons de repartir avec un budget encore plus élevé que de base. Et enfin, la dernière situation sur laquelle je veux t'alerter, ce sont les temps de trajet. Ce qu'il y a écrit sur Google Maps n'est pas nécessairement la vérité, d'accord? Google Maps ne prend pas suffisamment en compte, je pense, le relief ou l'état des pistes en Namibie. Donc quand on t'annonce 4 heures de trajet, prends l'information avec des pincettes. Si ça se trouve, la piste aura été redamée, parce que oui, j'ai vu des espèces de dameuses sur les pistes en Namibie, mais pas nécessairement. Donc si en plus ton itinéraire, il y a beaucoup de routes de piste et assez peu de routes goudronnées, oui, faut peut-être rajouter un petit 20-30% de temps de trajet. Par contre, si tu regardes sur Street View et que tu vois que la majorité de ton trajet se fait sur route goudronnée, là oui, évidemment, tu peux partir du principe que le trajet va bien durer 4 heures. En tout cas, nous, c'est ce qui s'est passé. Quand on est parti du parc national d'Etosha pour aller jusqu'à Waterberg, je crois que ça annonçait 2 ou 3 heures et c'était vraiment ça. Pareil de Waterberg jusqu'à Windhoek. Donc entre ces temps de trajet, prévoir quand même un petit peu de marge, donc essaye pas de booker toutes tes journées du matin jusqu'au soir, parce que si tu dois justement aller d'une étape A à une étape B, peut-être que ton temps de trajet va être un peu plus long que prévu. Maintenant qu'on a parlé de la conduite en Namibie, je voulais aussi t'alerter sur les accidents qui sont fréquents, enfin en tout cas les situations qui sont fréquentes et qu'on aimerait bien éviter. Si je parle de ça dans cette vidéo, c'est absolument pas pour faire peur, c'est juste pour prévenir, parce que ça arrive honnêtement, je pense à la majorité des gens qui voyagent en voiture et tentent de toit en Namibie. Les 3 situations qu'on voit le plus souvent, ce sont les crevaisons, les bris de pare-brise et les sorties de route. Donc les crevaisons, ça peut être dû à énormément de choses, notamment donc la pression des pneus, enfin la mauvaise pression des pneus. Tu peux aussi te prendre un caillou bien tranchant dans le pneu, comme tu peux te prendre juste un clou, ce genre de choses. Comme je disais,
moi pendant mon voyage, j'ai eu la chance de ne pas avoir de pneus crevés. Par contre, ça m'est arrivé quand je suis partie en excursion voir les éléphants du désert à Twiffelfontein, où la petite navette, enfin le petit minivan qui nous transportait a eu un pneu crevé sur une piste pourtant très bien entretenue. Bah il s'est tapé un clou. On a aussi rencontré des Français quand on était au parc national d'Etosha qui eux ont pas eu un mais deux pneus crevés. Et le nombre de voitures qu'on a vu arrêter sur la route en train de changer leurs pneus est assez énorme. Parce que tu croises pas tant de voitures que ça quand même quand t'es en train de voyager en Namibie. Bah on en a vu quand même très souvent. Ensuite on a les bris de pare-brise. Évidemment vu que ça m'est arrivé, je pouvais pas faire cette vidéo sans mentionner les bris de pare-brise. Par contre je tiens à dire que dans mon malheur où j'ai eu un impact gros comme ça, j'ai pas eu le pare-brise complètement éclaté et ça par contre je l'ai vu aussi, alors moins souvent que les pneus crevés, mais sur un parking, je sais même plus où c'était d'ailleurs, j'ai vu une voiture avec le pare-brise complètement éclaté. Donc il faut vraiment faire attention déjà à la vitesse à laquelle on roule. Oui, il faut rouler parfois un petit peu plus vite pour moins sentir les disparités de la route. Par contre, si tu roules bien trop vite, là évidemment avec les chocs ça peut te niquer le pare-brise. Et il faut aussi faire attention quand on croise des voitures parce que c'est en fait les projections de petits graviers des roues de la voiture d'en face qui cause aussi des bruits de pare-brise parce que ça t'arrive dans le pare-brise et ça t'éclate le tout. Pour les sorties de route, c'est souvent dû au fait de conduire de nuit ou juste de se faire surprendre par une traversée d'animaux sauvages. Et ça, malheureusement, en fait, tu peux pas trop anticiper le tout. Je pense qu'il faut juste vraiment faire attention quand on voit sur les côtés de la route qu'il y a des animaux. En général, les côtés de la route sont quand même assez plats, donc tu te fais pas surprendre dans le sens où t'avais absolument pas vu l'animal avant, mais du coup, il faut quand même redoubler de vigilance si tu vois qu'il y a des animaux qui traînent dans le coin. Qui dit voiture et tente de toit en Namibie dit forcément tente de toit et donc camping. Et même s'il y a énormément de camping et que clairement tu vas pas galérer à en trouver pour ton voyage en Namibie, évidemment tous les campings ne se valent pas parce qu'ils proposent pas la même chose, donc c'est vraiment important de connaître tes propres critères au moment où tu vas choisir tes campings pour partir en Namibie. Je dirais que parmi tous les campings que j'ai pu faire pendant mon voyage en Namibie, ils étaient tous bien, enfin il y en a aucun qui m'a déçu et que je recommanderais pas. Par contre, oui, j'ai vu qu'il y avait quand même des différences en termes d'équipement ou d'espace commun proposés. C'est pour ça que si t'as vraiment toi des attentes spécifiques, il vaut mieux le savoir avant de commencer à réserver. Surtout que les différents critères que tu vas avoir, ça va nécessairement influer sur le prix et donc sur ton budget global. Il y a donc différents critères que tu peux prendre en compte, je pense notamment aux sanitaires, si ce sont des sanitaires privés à ton emplacement de camping ou des sanitaires communs. Pareil pour les espaces dédiés à la cuisine, je me souviens par exemple que dans mon camping au parc national de Waterberg, on avait un comptoir de cuisine avec un évier qui était privé juste pour notre emplacement de camping, alors que dans d'autres campings, on avait des comptoirs de cuisine communs avec les autres emplacements. Tu peux également regarder si les emplacements de camping qui sont proposés disposent de l'accès à l'électricité, c'est-à-dire si tu as une ou deux prises électriques directement sur ton emplacement. Pareil pour l'arrivée d'eau courante, donc dans tous les cas l'eau sera pas potable, mais si tu as un robinet d'eau courante sur ton emplacement de camping. Après tu peux regarder s'il y a un endroit dédié au braai, enfin au barbecue sur ton emplacement, moi j'en avais quasiment tout le temps. Et après tu peux également regarder ce que propose le camping en termes d'espace commun. Donc ça peut être par exemple une piscine, ça peut être un restaurant, un bar. Qu'est-ce qu'on avait d'autre nous? Ça peut être juste un endroit genre solarium avec des transats sans pour autant qu'il y ait une piscine. J'ai également eu une fois une petite supérette, ça c'était assez pratique. Donc ça après pour les espaces communs je pense pas qu'il y ait de critères absolument non négociables, mais c'est vrai que après une grosse journée de trajet, quand t'arrives et qu'il y a une petite piscine sur place, c'est quand même cool. Et il y a une fois où il y avait un restaurant dans notre camping, c'était à Sesriem, et un soir on a dîné au restaurant parce qu'il faisait beaucoup trop froid pour cuisiner dehors et on était bien contents. Par contre, après avoir fait plusieurs campings pendant mon voyage en Namibie, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un peu des non négociables à avoir sur un emplacement. Pour moi, les sanitaires privés sur un emplacement de camping, c'est pas indispensable, ça m'a jamais dérangé d'avoir des sanitaires communs parce qu'ils étaient toujours propres. Par contre, d'avoir accès à l'électricité, ne serait-ce que pour brancher ton frigo sur secteur, indispensable. Et quand même très très cool à avoir, c'est l'arrivée d'eau courante, juste pour pouvoir te nettoyer les mains ou nettoyer une assiette. Franchement indispensable aussi. Pour ce qui est de la réservation des campings, il y a plusieurs sites que tu peux utiliser. Il y a beaucoup de campings qui utilisent la plateforme de réservation qui s'appelle Knightsbridge, donc c'est pas un site sur lequel tu peux aller et rechercher des emplacements de camping comme par exemple sur des sites comme Booking ou Expedia. Par contre si tu vas sur Google Maps et que tu cherches différents campings, normalement sur le menu latéral gauche on te propose différentes options pour réserver l'emplacement de camping et souvent il y a Knightsbridge qui est proposé, c'est utilisé par plein de campings en Namibie, enfin moi je l'ai vu hyper fréquemment, j'ai réservé à 2 ou 3 reprises je crois
par Knightsbridge. J'ai aussi réservé plusieurs fois par Booking parce que j'en avais la possibilité et je crois qu'il y a une ou deux fois que j'ai dû réserver en direct. Je pense notamment au camping dans lequel j'étais au parc national de Waterberg où là en fait j'ai dû leur envoyer un mail pour réserver et ça s'est fait de cette manière là. En tout cas pour rechercher des emplacements de camping, moi j'ai quasiment utilisé que Google Maps. Je crois qu'il y a juste pour le premier camping que j'ai fait à Windhoek, donc le Windhoek Urban Camp, ça j'avais vu l'adresse en fait sur un autre blog voyage et qui était vraiment bien recommandé, donc j'ai décidé de réserver celui-là. Sinon j'ai vraiment cherché par moi-même sur Google Maps et c'est comme ça que j'ai trouvé à chaque fois. Ce qui m'amène au second point des campings en Namibie. Je sais que ça peut être tentant, je le comprends, je le conçois, de faire du camping sauvage, sauf que c'est strictement interdit en Namibie. Je crois que je l'avais dit d'ailleurs dans une autre vidéo. Dans tous les cas, moi j'aurais jamais eu envie de faire du camping sauvage en Namibie, juste vu toutes les bêtes sauvages qu'il y a dehors, mais dans tous les cas c'est formellement interdit. Et pour terminer cette vidéo, je vais te donner quelques conseils pour organiser ton voyage en voiture étant de toi en Namibie. Je pense que c'est des conseils que j'aurais bien aimé avoir avant d'organiser mon propre voyage en Namibie. Le premier, ça va être de réserver très en avance tes emplacements de camping, c'est-à-dire que moi j'ai réservé 8 mois en avance au mois de janvier-février pour partir au mois d'août-septembre, et il y avait déjà à ce moment-là des campings qui étaient complets dans lesquels j'ai pas pu réserver. Il y a aussi des hébergements en fait où je pouvais réserver qu'une seule nuit alors que moi j'en avais besoin de 2, donc vraiment fais en sorte de t'y prendre à l'avance. Mon deuxième conseil, ça va être encore une fois de bien lire les avis clients pour l'agence de location de voitures et surtout de lire les avis les plus récents. Je sais que sur Google souvent ça classe les avis par les plus pertinents en premier, mais lis vraiment les plus récents parce que ça peut vraiment changer en quelques mois. Et surtout regarde bien les avis qui parlent de l'équipement qui est fourni avec la voiture étant de toi et pas juste de l'accueil par exemple du personnel dans l'agence de location, même si évidemment ça reste important aussi, finalement l'équipement ça va quand même te suivre pendant tout ton voyage, donc il faut vraiment regarder ça. Ça me fait aussi penser que si tu veux payer un petit peu moins cher, pareil, essaye de réserver ta voiture étant de toi suffisamment en avance. Encore une fois, moi j'ai réservé 8 mois en avance et du coup on avait un tarif early bird, donc ça nous faisait, je sais plus, peut-être moins 15% sur le budget total de la location de voiture. Vu le prix d'un voyage en Namibie, c'est quand même pas mal. Organise-toi une journée tampon quand t'arrives à Windhoek, parce que quand tu viens de te taper 11 heures de vol depuis l'Europe, t'as pas envie de prendre la route directe. Enfin, moi vraiment je le conseille pas juste par rapport au niveau de fatigue que t'auras. Le fait d'organiser une journée tampon à Windhoek, donc dans la capitale de la Namibie, quand t'arrives, ça te permet déjà, d'atterrir, hein. Ensuite, ça va te permettre d'aller chercher la voiture et de prendre le temps de bien te familiariser avec tous les équipements. Enfin, nous, le briefing de la voiture à l'agence de location, quand on est sorti de l'avion, il a duré 1h30 quand même. Donc t'as pas envie d'être direct dans le rush pour prendre la voiture parce que t'as 3 ou 4 heures de route à te taper ensuite. Mis à part ça, faut quand même aussi que tu remplisses ton frigo et que tu fasses des courses. Et si comme moi t'as pas pris le bon adaptateur pour partir en Namibie, pareil, va falloir que t'en achètes un, t'as peut-être envie d'acheter une carte SIM également. Pour moi cette journée tampon à Windhoek, elle a été salvatrice quand on est arrivé et c'était pas du tout prévu comme ça, on pensait qu'on aurait le temps de visiter Windhoek. Finalement non, et c'était pas grave parce que ça nous a permis de bien lancer notre voyage pour la suite. Et enfin, le dernier conseil pour moi, c'est de bien connaître ses limites. Encore une fois, la conduite en Namibie, c'est hyper différent de la conduite en Europe. Il y a beaucoup de routes de piste, enfin je pense que nous, pendant 75% de notre voyage, on a eu des routes de piste. Les terrains sont différents, faut vraiment s'écouter si on le sent pas, si on pense que c'est dangereux. Je pense notamment aux routes de sable et aux reliefs montagneux, enfin on n'est pas là pour pousser ses limites à l'extrême, on est là pour voyager en Namibie et faire en sorte de profiter de tout le voyage et pas que ça s'arrête en plein milieu parce qu'on a décidé de sortir un peu trop de sa zone de confort, même si c'est bien de sortir de sa zone de confort. Pour moi, il y a des situations où c'est pas nécessaire. Donc voilà, c'est tout pour ce guide de voyage sur la voiture et l'attente de toi pour un voyage en Namibie. J'espère que ça aura pu t'aider et te donner pas mal d'infos pour réaliser ton propre voyage en voiture étente de toi. D'ailleurs, si t'as des questions sur le budget, j'en ai fait une vidéo complète, c'est pour ça que j'en ai pas parlé dans cette vidéo, donc je te laisse checker la barre d'infos ou le i dans l'écran en même temps que je parle pour regarder tout le budget d'un voyage en Namibie. Et je te rappelle aussi, encore une fois, que t'as dans la barre d'infos le lien vers mon carnet de voyage si tu veux organiser dès demain tout ton voyage en Namibie avec un itinéraire détaillé jour par jour et une carte Google Maps personnalisée. N'hésite pas à checker, c'est dans la barre d'infos. N'hésite pas à commenter si t'as d'autres questions sur l'organisation d'un voyage en voiture étant de toi en Namibie. Et pense aussi à t'abonner, ça m'aide beaucoup à faire grandir la chaîne. Encore une fois, j'espère que ça t'aura plu et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!